Un demi-siècle après la chute du fascisme, les petits-fils de Mussolini sont entrés au gouvernement italien. C'est la première fois depuis la guerre qu'en Europe, des héritiers du fascisme participent au pouvoir. Et pour comprendre et mesurer la portée d'un tel événement, il faut remonter aux sources. Ce soir, les brûlures de l'histoire sont consacrées à l'Italie de Mussolini, à l'Italie en chemise noire. Pierre Milza, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à Sciences Po. Vous êtes en France Un grand rassemblement du Parti national fasciste. Son chef, Benito Mussolini, y annonce devant des milliers de militants venus de toute l'Italie l'imminence d'une action décisive pour obtenir la direction du pays. Dans plusieurs grandes villes, des groupes de chemises noires s'emparent des principaux nœuds de communication afin de converger vers la capitale. C'est la marche sur Rome. Mussolini suit prudemment le déroulement des opérations depuis son PC de Milan. Plusieurs colonnes, regroupant quelques milliers d'hommes, pénètrent dans Rome sans rencontrer la moindre résistance. Les forces armées assistent passivement au défilé des fascistes triomphants. Le roi Victor Emmanuel III charge Mussolini de former le nouveau gouvernement, bien que son groupe, au Parlement, ne soit constitué que de 36 députés. Né en 1883 dans une famille modeste de Dovia, en Romagne, prénommé Benito, en hommage au révolutionnaire mexicain Juárez, Mussolini devient instituteur puis journaliste. Très vite remarqué pour ses dons d'orateur et d'agitateur, il milite dans l'aile gauche du Parti socialiste dont il dirige à partir de 1912 le quotidien L'Avanti. Mais ses prises de position en 1914 en faveur de l'entrée en guerre provoquent son exclusion du parti. Blessé en 1917, il fonde 2 ans plus tard les Faisceaux de combat et son journal Il Popolo d'Italia. Ce groupe d'inspiration ultranationaliste, formé surtout d'anciens combattants, prône et pratique l'action violente. Au début des années 20, l'Italie est secouée par des mouvements sociaux révolutionnaires. Grèves, occupations de terres et d'usines se multiplient. Des groupes armés fascistes organisent dans tout le pays des expéditions contre les ligues agraires et les syndicats, faisant plusieurs centaines de victimes. Les libéraux de Giolitti au gouvernement maîtrisent difficilement la situation. Aux élections de 1921, le parti fasciste, qui compte plus de 200 000 membres et contrôle par la terreur plusieurs régions, faisant assaut de démagogie et d'opportunisme, parvient à constituer un petit groupe de parlementaires très actifs. Déjà, Mussolini obtient le soutien des grands propriétaires et industriels regroupés au sein de la Confindustria. Il bénéficie aussi de la sympathie de l'entourage du roi, de l'armée et d'une grande majorité de la classe moyenne qui inquiète les désordres et l'instabilité gouvernementale. C'est l'apothéose fasciste. Plusieurs dizaines de milliers de chemises noires, fusils au poing, défilent devant le monument à la gloire de Victor Emmanuel II. Le coup de force est entériné par voie légale. Tête du gouvernement de coalition, Mussolini va tenter de contrôler peu à peu tous les rouages de l'État, combattant sans ménagement ses adversaires, tout en légalisant les organisations fascistes. Dès 1923, il crée le Grand Conseil fasciste et la milice armée. Ainsi s'institue, avec la complicité objective des corps constitués, le point de départ d'un véritable État parallèle.
Les pays européens ne tournent pas le dos à l'Italie et à son nouveau chef de gouvernement, comme ici Sir Chamberlain, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne. Grâce à la nouvelle loi électorale et à des pressions frauduleuses, le Listone, liste fasciste renforcée par l'alliance avec les libéraux et les catholiques, obtient avec 65% des suffrages la majorité absolue à la Chambre. Le député socialiste Matteotti, qui avait courageusement dénoncé les violences et les fraudes électorales, est enlevé. 3 mois plus tard, son cadavre est découvert. Des députés de l'opposition, regroupés dans un comité dit de l'Aventin, désignent nommément Mussolini comme responsable du crime. Ni la police ni le roi ne réagissent. Les fascistes organisent une nouvelle vague de terreur. Après avoir longtemps tergiversé, Mussolini, finalement, déclare assumer la responsabilité des événements passés et met au défi ses adversaires divisés de le renverser. La dictature est ainsi solennellement proclamée. Une série de tentatives d'attentats contre le Duce, plus ou moins contrôlés, comme celui du socialiste Zanni Bonni, viennent opportunément durcir le caractère policier et autoritaire du régime. En novembre 1926, les lois dites fascistissimes suppriment toute liberté d'opinion, d'expression et d'association. L'Italie est désormais sous la botte. On dépeuplé où Pendant près de 20 ans, l'Italie va vivre sous le régime fasciste du double État. À sa tête, le Duce, chef incontesté, investi dans les faits de tous les pouvoirs. En digne héritier des Césars, il va devenir le premier dictateur médiatique du XXe siècle. À Rome a lieu le mariage de mademoiselle Edda Mussolini, fille du Duce, avec le comte Galeazzo Ciano en l'église Saint-Joseph de Rome. Le comte Ciano devient très vite ministre de la propagande pour célébrer avec faste et en permanence le culte voué au chef adulé. Chaque semaine se déroule la grand-messe fasciste avec ses milliers de participants enthousiastes. Au-dessus du Duce siège en principe le roi, dont Mussolini n'est que le fondé de pouvoir. En réalité, le dictateur agit souvent seul, en véritable chef de l'État. À Rome, le roi Victor Emmanuel III se rend à Montecitorio, la chambre des députés italienne, pour prononcer le discours de la couronne qui inaugure, suivant la tradition, la 30e législature. Quant au Parlement, il n'est désormais qu'une simple chambre d'enregistrement, sans initiative et sans opposition, celles-ci ayant été éliminées, emprisonnées ou exilées. À côté des institutions légales, préservées au moins dans les apparences, fonctionne en parallèle un appareil entièrement fasciste qui assume une partie des tâches étatiques. Le Grand Conseil fasciste, avec à sa tête Mussolini et les principaux hiérarques du parti, prend à partir de 1928 les décisions que le gouvernement légal ne fait qu'entériner. Un secrétaire général du PFN, comme Starace, est en fait un véritable vice-premier ministre. La milice, fondée dès 1923, constitue une armée parallèle. À la dévotion exclusive du parti et de son chef, elle atteint en 1936 un effectif de plus de 600 000 volontaires. Mais jamais elle ne réussira à se substituer à une armée soucieuse de ses compétences et de ses privilèges. Premier soutien des fascistes, le pouvoir économique, représenté par les unions des grands propriétaires, a passé une alliance tacite avec un régime qui leur garantit profit, ordre et paix sociale. Quello che vi ha detto poco fa il senatore Ielli è
sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Pour mieux réglementer les rapports de travail, Mussolini fonde l'État corporatiste. Sans remettre en question la propriété privée des moyens de production, il institue 22 corporations où sont représentés les groupements d'intérêt. L'Italie est un pays à 95% catholique. Toujours à la recherche du consensus, Mussolini rétablit habilement les rapports entre l'Église et l'État italien, rompus depuis 1870. En signant en 1929 les accords de Latran, il reconnaît la souveraineté du Vatican et le catholicisme comme seule religion d'État. Très vite, bon nombre d'intellectuels rallient le régime. Le poète Gabriel D'Annunzio, célèbre vainqueur de Fiume en 1919, finit par accepter les honneurs que le Duce lui offre. D'autres, comme ici Marinetti, l'artiste futuriste, Marconi, le scientifique, et Pirandello, le dramaturge, deviendront des chantres zélés du fascisme. De l'étranger, les soutiens ne manqueront pas non plus. De France, avec un Laval, plus que courtois. De Grande-Bretagne, avec l'appui du roi George V et l'admiration d'un Churchill. Sans oublier l'apparition d'un nouveau venu sur la scène internationale qui, dès 1934, pour sa première visite officielle, arrive à Venise pour observer son aîné en dictature. L'armée et la police restent les piliers garants du régime et bénéficient, malgré l'existence de la milice, de toutes les attentions du Duce, qui reconnaît la prééminence des vertus guerrières. Osservate, popolo, sono tutt'uno! E questo popolo italiano è pronto a indossare lo zaino! Poiché, come tutti i popoli giovani, non teme il combattimento ed è sicuro della vittoria. Ce n'est pas sans raison que Mussolini attache tant d'importance à l'éducation des jeunes générations. À leur intention, il organise par classe d'âge et par sexe leur encadrement. Des filles de la Louve entre 6 à 8 ans, des balilas de 12 ans, jusqu'aux avant-gardes de 18 ans. La jeunesse, ainsi enregimentée, formera l'une des bases les plus sûres pour l'avenir du régime. Millions de fascistes ont répondu à l'appel de Mussolini pour la Dunata, le rassemblement des forces de la nation. À Rome, à Turin, à Milan, Venise. È la storia della patria. 20 milioni di italiani sono in questo momento raccolti nelle piazze di tutta Italia. È la più gigantesca dimostrazione che la storia del genere umano ricordi. 20 milioni, ma un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola. Cher Misal, nous allons
Mussolini a toujours raison, proclament les murs de la dictature. Pour mieux en convaincre les sceptiques, le cinéma comme la radio utilisent les grands moyens. Actualité diffusée dans tout le pays, retransmission de tous les discours, production de fresques historiques propres à soulever l'enthousiasme des foules. Adorate Roma! Impero del mondo! Ragionari! La fortuna vi offre la più bella delle ricompense! Morire! Per la patria! Salute al duce! De la même manière, la culture sportive allait devenir l'un des piliers de ce consensus national. Les exploits des gladiateurs modernes, tels les champions de la Juventus, les vainqueurs cyclistes Guerra et Bartali, le pilote virtuose Nuvolari, le boxeur géant Primo Carnera et l'aviateur intrépide Balbo. Tous participent à l'exaltation de ce sentiment de fierté, être les nouveaux Romains. Le Duce en personne n'hésite pas à montrer l'exemple. Des jeux pour le peuple, mais aussi du pain. Mussolini va y pourvoir, creusant tel Romulus le sillon nourricier. Sans s'attaquer à une indispensable réforme du système latifondiaire, il prône le retour à la terre. Noi oggi sappiamo che in qualsiasi evenienza non mancherà più il pane ai soldati e al popolo italiano. Il met en chantier un vaste programme d'assainissement des terres dans la haute vallée du Pô et dans les marais pontins. Il lance également la bataille du blé pour permettre l'autosuffisance alimentaire du pays. Quello che fu invano tentato durante il passare di 25 secoli, oggi noi stiamo traducendo in una realtà vivente. E non si vuole che noi applichiamo in altro campo quella stessa energia, quello stesso metodo, quello stesso spirito volontarista. Dans le même temps, une politique de grands travaux va se développer. Création de villes nouvelles, construction de logements sociaux, grandes opérations d'urbanisme, établissement de voies autoroutières. Rome va devenir un grand chantier, remodelé par des architectes comme Michelucci, Pagano, Piacentini, qui tentent de créer un style mussolinien. L'alliance entre les dirigeants économiques et le pouvoir fasciste se caractérise à partir de 1930 par une politique protectionniste et dirigiste, favorisant d'importants mouvements de concentration. Grâce à la création de l'IRI, Institut de réorganisation industrielle, de grands groupes comme la Montecatini ou la Fiat se renforcent malgré la crise mondiale qui touche en priorité les petites entreprises. Pour combattre la montée du chômage et de la pénurie, le Duce porte son effort sur l'industrie d'armement et en particulier sur la marine et l'aviation. Quello che abbiamo fatto è importante, ma per noi è più importante quello che faremo. Faremo perché la mia volontà non conosce ostacoli. Toujours
à la recherche de l'Empire perdu, Mussolini va réaliser ses rêves de conquête en Éthiopie. Ce succès trop facile lui assure un surcroît de popularité. Mais dès 1936, il se retrouve isolé diplomatiquement et doit quitter la SDN. Tous lui tournent désormais le dos, sauf un. Monsieur Adolf Hitler, chancelier du Reich, arrive à Rome en visite officielle. En tant que chef d'État, il est accueilli par Sa Majesté Victor Emmanuel III. L'Allemagne nazie va désormais le modeler à son image, inspirant les lois antisémites qui provoquent la persécution de milliers de juifs italiens et l'entraînent irrémédiablement dans un cycle infernal.